Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va consacrer cette émission au portefeuille fictif que l'on alimente depuis le mois de novembre. Voilà, on a commencé ce portefeuille avec 10 000 euros en novembre. On a simulé 7 000 euros d'achat sur ce portefeuille, donc il en reste encore 3 000. Alors là, c'est en dollars, donc 3 300 dollars à investir, vous voyez. Et donc on a fait 70% crypto, 30% stablecoin sur le départ. Ce portefeuille aujourd'hui se porte bien parce qu'il a 2 000 euros de gains. C'est dû aux performances positives du marché en ce début d'année 2023, mais ça aurait pu être l'inverse bien sûr, hein. Et j'essaye à travers ce portefeuille et cet exemple de montrer comment est-ce qu'on peut limiter son risque. Mais limiter, ça ne veut pas dire supprimer. Et le risque d'avoir son portefeuille dans le rouge est bien sûr impossible à supprimer lorsqu'on va acheter des crypto-monnaies. Parce que le marché fait bien ce qu'il veut. Et vous aurez toujours un risque de perte, quoi qu'il arrive, lorsque vous allez investir. Maintenant, il y a plein de solutions qui permettent de le limiter et plein de solutions qui permettent de se sentir bien psychologiquement quand on investit. Alors pour exprimer tout ça, je vais commencer l'émission avec un exemple. Je vais faire comme si je créais de nouveau ce portefeuille fictif aujourd'hui le 2 mars 2023 avec 10 000 euros donc que j'amène sur le marché. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Comment est-ce que je débute ce portefeuille ? Est-ce que je fais 70% crypto, 30% stablecoin comme je l'ai fait en novembre ou est-ce que je fais différemment ? Voilà, ça va me permettre de parler un peu de cet aspect psychologie et la façon de faire en fonction également de notre ressenti, de notre façon d'être. Vous voyez, en tout cas, je vais faire par rapport à mon ressenti et ma manière d'être. Évidemment, chaque personne est différente, donc peut-être que vous feriez différemment. Mais il faut que vous soyez en accord avec vous-même de toute façon, quand vous le faites. Vous voyez que là, les chiffres changent en temps réel en fait, hein. C'est un outil là que vous avez à l'écran que j'ai créé qui actualise le prix des crypto-monnaies en temps réel. C'est sur Google Sheet. Ça permet de, voilà, si vous voulez l'obtenir, vous pouvez. Vous avez toutes les informations dans la description. Vous pouvez tout simplement ajouter toutes vos cryptos que vous possédez, dire combien vous en avez sur chacune de vos plateformes, Binance, Coinbase, etc. etc. Et derrière, ça vous dit exactement combien vous avez d'argent par rapport à ce que vous avez investi, combien vous êtes en train de gagner. Donc chaque jour, chaque semaine, vous pouvez vérifier ça, voir où en est votre portefeuille, même si vous avez de l'argent sur plein de plateformes différentes. Voilà. C'était la petite partie promotion de l'outil que j'ai créé et que je vous partage sur la chaîne sous l'échange d'une donation. Vous avez toutes les infos dans la description. Voilà. Donc c'est un peu ça le but de l'émission du jour. On va enchaîner par la suite par toutes les crypto-monnaies que l'on a déjà intégrées dans ce portefeuille pour les regarder, voir leur graphique. Et puis on en profitera bien sûr pour faire un point un peu sur le marché actuel, le prix du Bitcoin, cette tendance baissière. Bon, je pense que justement je vais en parler avec l'exemple que je vais faire pour ce portefeuille qu'on pourrait créer aujourd'hui le 2 mars. Y a des choses intéressantes à dire. Je vous fais pas plus attendre, je vous passe l'introduction. Pensez à l'abonnement au like si le contenu vous plaît. À tout de suite. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que je ferai aujourd'hui, voilà, sur ce portefeuille fictif, si jamais je venais de le créer, que j'avais 10 000 euros à investir aujourd'hui sur le marché. Justement, c'est pour ça que je vous ai parlé là tout à l'heure à l'instant du Bitcoin, c'est qu'il faut regarder le graphique du Bitcoin pour pouvoir déterminer comment est-ce qu'on va investir. Et c'est vrai qu'autant en mars 2021, tous les indicateurs étaient au vert, ça voulait dire qu'il fallait en tout cas se mouiller un petit peu, d'où la raison du 70-30. Autant aujourd'hui, je pense que ça semble un peu dangereux de se mouiller. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin a quand même beaucoup performé. Regardez cette tendance baissière, elle est toujours présente. Maintenant, on a eu une belle performance. Nous, on a notre portefeuille fictif qui est à plus de 1000 euros. Mais aujourd'hui, il est fort possible qu'on ait ce genre de retracement qui s'opère, puisque nous sommes sur un point de résistance très important, c'est donc celui-ci, ce point de résistance, vous le voyez, ça reprend la clôture ici du mois d'août 2022, et on peut s'attendre à un retracement qui nous amènerait de nouveau à minima je dirais, en zone de rechargement, parce que là on a un V-bottom, donc c'est la zone minimale acceptable d'un retracement aujourd'hui du Bitcoin, si jamais on ne casse pas cette ligne fortement prochainement. Vous voyez, maintenant si on a des bougies vertes qui nous disent le contraire avec des cassures de ce niveau de résistance, là on pourra se poser la question de savoir si le retour ne sera pas pour plus tard, mais tant qu'on reste en dessous et qu'on résiste dessus, et là on voit qu'en weekly on résiste dessus, mais que également en mensuel c'est le cas, on peut s'attendre à ce retour. Et vous voyez que cette ligne de tendance baissière, rien ne nous indique qu'en fait la tendance baissière est terminée, puisque là on ne fait pas de nouveaux sommets, on est toujours sur des plus bas de plus en plus bas, et si on vient retester cette ligne, on pourrait voir un Bitcoin à 11 000 $.
11 000 dollars, ça paraît très très bas. Mais juste, si vous ne voyez pas les prix à droite et que vous regardez ce graphique, vous vous dites, ouais, c'est tout à fait réalisable, hein, puisque ça serait simplement une jolie continuation baissière. Maintenant, il y a plein d'indicateurs long terme qui me laissent penser l'inverse, et je ne suis pas du tout partisan de dire que le Bitcoin ira chercher les 11 000 dollars. Et vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, en tout cas, que mon point de vue est qu'effectivement le bottom a, je pense, déjà été atteint. Je dis je pense et je ne me mouille pas, puisque bien sûr on ne peut pas savoir, ça n'est que mon ressenti par rapport à tous les éléments qu'on voit ensemble au fur et à mesure du temps. Notamment en ce qui concerne la temporalité. Donc ça c'est pour le Bitcoin, et ça va me permettre du coup de prendre une décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce risque. Il y a ce risque qu'on revienne rapidement, peut-être même au mois de mars, sur le prix des 19 à 18 000 dollars. Tout simplement parce que c'est la zone de rechargement suite à ce V-bottom. En novembre, on était assez serein pour mettre un 70-30. Aujourd'hui, on pourrait se pencher, pourquoi pas, sur du 50-50, c'est-à-dire on garde 50% de son argent en stablecoin et on met 50% de son argent dans les cryptos, donc le Bitcoin et les altcoins. Maintenant, la question est de savoir combien je mets sur le Bitcoin, combien sur les altcoins, etc. Ça, c'est encore un autre dilemme et c'est encore une autre question qu'il faut se poser par la suite. Mais déjà, si vous arrivez sur ce chiffre-là de répartition, voilà, je garde ça en fiat et je prends ça en crypto, vous avez déjà fait un joli premier pas. Maintenant, 50%, peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut paraître trop. Peut-être que pour d'autres, ça peut paraître pas assez. C'est-à-dire que peut-être que vous avez plutôt le sentiment qu'on va venir chercher les 28 000 prochainement. Vous allez avoir envie de mettre plus, peut-être. Ou alors, vous avez le sentiment que cette chute est inévitable. Vous allez avoir envie de mettre moins. Évidemment, la question, elle est toujours pertinente. Et peut-être qu'en fonction de votre point de vue, et en fait, c'est pas... Je pense qu'il ne faut pas raisonner en se disant « Ah ouais, je suis convaincu qu'on va aller aux 28 000 et à ce moment-là, je vais acheter plus de crypto. » Je pense qu'il faut plutôt toujours raisonner en perte, c'est-à-dire se dire dans sa tête « Oui, si le Bitcoin... » Parce qu'en fait, il faut toujours partir du principe que vous ne savez pas ce qui va se passer, et donc se dire « Si le Bitcoin retourne aux 19 000, qu'est-ce qui va se passer sur mon portefeuille ?» Donc là, on a du moins 25%. Donc allez, on va dire que si je mets 50% dans le Bitcoin, dans les cryptos en ce moment, maintenant, quoi, avec 10 000 euros, c'est-à-dire que je mets 5 000 euros dans les cryptos, si j'ai un moins 25%, il me restera donc sur mes 5000 plus que approximativement, donc un quart, ça fait 1250. Donc il me restera plus que 8000 et quelques euros. Est-ce que ça me va ou pas ? Maintenant, si jamais le Bitcoin revient jusqu'à cette ligne, un peu plus basse, ici sur les 12 000 dollars, à ce moment-là, on va voir quand même quelque chose d'assez négatif, notamment un moins 50%. Donc en gros, est-ce que mes 10 000 euros, s'ils se transforment en 7005, est-ce que ça me va ? Est-ce que je vais être serein avec ça ? Vous voyez, c'est comme ça, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses pour savoir quelle somme il faut investir. Parce qu'en fait, le problème de la plupart des gens, et ça même moi je l'ai remarqué à travers moi-même et ma famille, les personnes qui ont pu investir et leur comportement, qu'on avait toujours tendance à aller investir des plus grosses sommes que ce que l'on aurait dû faire parce qu'on n'avait pas imaginé ce qui pouvait se passer si ça chutait. On avait seulement imaginé les x50, les x100 que certaines petites cryptos pouvaient faire, ou le x10 que le Bitcoin pouvait faire, sans penser finalement qu'en fait ça pouvait chuter. Et je vous parle de ça, c'était le crash Covid en fait. J'ai un exemple bien précis en tête. À ce moment-là, j'avais un portefeuille pas mal rempli, vous voyez, avec un espoir de halving proche, un espoir de... Donc sur le long terme, j'étais plutôt bien, je savais que... Enfin, je me doutais, on se doutait tous que le Bitcoin allait monter. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que avant ça, on allait avoir très très mal et que le Bitcoin allait faire un moins 63%. Voilà, et mon portefeuille est passé, je vous le dis, de 15 000 à l'époque à 5 000 euros. Et voilà, ça fait mal. Et je m'y attendais absolument pas. Alors que, regardez, pas longtemps avant, on était sur les 3 000 dollars. Si j'avais pris un Fibo comme ça, vous voyez, j'aurais pu voir qu'on avait touché les 61,8 certes, mais qu'on n'avait pas réintégré complètement la zone de rechargement. J'avais pas du tout imaginé qu'on pouvait revenir chercher les 0,9. Si j'avais mis cette ligne de tendance, vous voyez comme ça, eh bien, j'aurais pu faire son prolongement et voir qu'en fait, on aurait pu venir chercher dans le pire des cas cette ligne de tendance. Un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure avec celle-ci finalement de ligne. Vous voyez, c'est quelque chose de possible, pourquoi pas imaginer le retour sur ce niveau-là. Donc toujours raisonner et toujours visualiser les pertes avant de penser aux gains. Parce qu'au final, toutes les mauvaises décisions que j'ai prises pendant cette période de temps, elles sont dues à ce crash. Parce que derrière, j'étais beaucoup moins serein et j'avais beaucoup moins confiance en moi. Après, ça ne m'a pas empêché, évidemment, de profiter de la hausse, parce que j'étais convaincu que c'était une technologie d'avenir. Et j'en suis toujours convaincu, et je suis toujours convaincu qu'on est très bas sur le marché aujourd'hui, et que le prochain halving, qui se déroulera donc
au mois d'avril 2024 se traduira par la suite par une hausse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avant? J'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer juste après? J'en sais rien. Sur le court terme, c'est toujours beaucoup plus difficile, vous voyez. Mais sur le long terme, on arrive vraiment à avoir une bonne visualisation des choses. C'est ça qui est cool aussi. Voilà, donc ça c'était ce petit exemple. Et pour revenir maintenant avec les altcoins, c'est-à-dire que là vous faites du 50-50, sur quels altcoins se pencher? Bah déjà, la première question c'est déjà est-ce que j'achète des altcoins? Si vous avez une altcoin dominance assez basse, bah il vaut peut-être mieux investir dans les altcoins, et si l'altcoin dominance est élevée, il vaut peut-être mieux investir dans le Bitcoin en majorité. Sans faire du 100% altcoin ou du 100% Bitcoin, toujours rester modéré, avoir un peu des deux. Voilà, là on est plutôt sur un point de support, mais on n'est pas à l'abri que ça chute, et on l'a vu ça avec la temporalité. C'est-à-dire que là, regardez, je prends le prochain halving ici, je prends cette ligne, je la copie, je la colle, et je la reporte sur le halving précédent. Et vous voyez que ça colle avec cette zone de prix. Est-ce qu'on a ça qui va se produire dans les mois qui viennent sur les altcoins? C'est la question que je me pose en fait. Donc c'est vraiment un moment où je suis vraiment indécis sur les altcoins, raison pour laquelle ce portefeuille est composé, du coup, moitié altcoin, moitié bitcoin. Allez, avec un très faible avantage pour les altcoins, puisque nous sommes sur 52,48. Alors, je vais aller faire quelques analyses. Aujourd'hui, on va regarder quelques graphiques, notamment les cryptos qui sont déjà dans ce portefeuille fictif, celles qu'on a ajoutées. Alors pour ceux qui nous rejoignent depuis pas longtemps, je voulais faire un petit rappel sur comment est-ce que je procède. Ce portefeuille, à la base, on avait donc investi les 7000 euros sur le Bitcoin, l'Ether et le Binance Coin. C'est les 3 cryptos qu'on a achetés en priorité. Donc c'est le top 3 des cryptos, avant de pouvoir ensuite les répartir petit à petit sur d'autres altcoins. Voilà. Donc en fait, tous les altcoins, je les achète soit avec du Bitcoin, soit avec de l'Ether, soit avec du Binance Coin. Et ça, je le fais parce que je préfère avoir des altcoins quand ils performent par rapport au Bitcoin. Par exemple, ça me permet de regarder le graphique. Ici, il y a du Theta dans ce portefeuille. Si vous regardez Theta ici par rapport au Bitcoin, vous avez tout simplement ça qui vous montre que si, là on a des bougies vertes, bah, Theta surperforme par rapport au Bitcoin. Donc ça vaut le coup d'en avoir plutôt que d'avoir du Bitcoin. Par contre, si Theta est en train de chuter par rapport au Bitcoin, je me dirais, bah mince, là j'ai pas fait une bonne affaire, j'aurais mieux fait de garder mes Bitcoins plutôt que d'acheter du Theta. Même si les deux sont en train de monter par rapport au dollar finalement, vous voyez. Donc c'est un peu ça mon raisonnement. C'est pas forcément simple à saisir pour les plus débutants d'entre vous. Sachez que, en fait, même si vous faites tout par rapport au dollar, il n'y a aucune espèce d'importance. Vous pouvez tout faire avec les stablecoins, bien entendu. Mais je vous montre et je vous explique pourquoi moi je fais comme ça au quotidien. Donc je commence par ADA. ADA Cardano, par rapport au dollar, jolie tendance baissière qui continue, un peu comme le Bitcoin finalement. Et si on le regarde par rapport au Bitcoin, eh ben c'est pareil, toujours sur cette tendance baissière. On est sur une forte compression désormais. J'ai mis cette ligne, regardez, blanche ici, qui vient chercher ces deux sommets également. Si vraiment on était amené à le casser par le bas, voilà les prochaines zones qu'on peut atteindre. Mais aujourd'hui, quand même, Cardano nous montre un joli point d'achat, avec du Bitcoin en tout cas, puisqu'on est sur 4 bougies rouges consécutives, on revient sur un point de support pertinent, on est en bas de ce canal, et voilà, on aime bien choper ce genre de point d'achat. Et puis les 2 fois précédentes que ADA Cardano a touché cette zone, on a eu 2 jolis rebonds qui se sont opérés. Ici, regardez, on a eu environ 50%, ici on a eu environ 35-36%, et on peut s'attendre vraiment à un réel retournement avec, pourquoi pas, un cours qui vient chercher et casser ce niveau-là par la suite. Mais encore rien de sûr, et on voit qu'on est toujours quand même sur cette tendance baissière. Si je reviens sur son prix par rapport au dollar, regardez, on a une jolie ligne de tendance ici qui vient chercher de nombreuses clôtures. On peut la prolonger un petit peu sur les cours actuels. Et on peut voir que si on continue sur cette tendance, le prix des 21 centimes pourrait être atteint en fait. On voit que le RSI dégonfle pas mal, que là on a une sorte de divergence qui s'opère. Donc de façon globale, quand on va regarder les crypto-monnaies par rapport au dollar, on va voir ce genre de choses, c'est-à-dire des divergences qui se confirment avec des cours qui semblent pourquoi pas dessiner des structures baissières, en devenir en tout cas. Parce que là regardez, même si là on fait un nouveau plus haut, on a un RSI qui dessine la divergence, le cours qui descend plus bas, c'est le début en fait de quelque chose qui semble assez négatif. Alors je parle sur du court terme ici, je suis en daily, donc sur le mois de mars seulement, avoir un DA Cardano qui revient, donc on va se mettre un peu les objectifs de prix à privilégier avec des dollars. Après, aucune certitude, vous allez peut-être me dire dans un mois, j'ai raté le train à cause de toi. Mais en fait, non, c'est pas à cause de moi, bien sûr, puisque si vous avez peur de rater le train, il faut acheter du Cardano maintenant. Maintenant, si vous voulez faire des investissements les moins risqués possibles, il vaut mieux risquer de rater le train et investir plutôt entre les 31 et les 27 centimes, voire même plus bas. Si jamais on fait encore un plus bas, on a toujours ce prix des 19 centimes qui nous appelle,
Mais honnêtement, pareil, j'y crois pas trop. J'ai envie de croire en fait que les W vont se traduire cette année, hein, en 2023, sur la plupart des altcoins. J'ai envie de le penser en tout cas. Maintenant, on peut regarder Theta. C'est à peu près similaire finalement en termes de graphique que ADA Cardano. On peut de la même façon se mettre un Fibo et voir que c'est cette zone entre les 95 et les 84 centimes qui nous appelle. Derrière, si la tendance, finalement, on voit que la tendance est de moins en moins baissière, hein. Ça, c'est caractéristique d'un marché qui est sur une fin de crash, c'est-à-dire une chute exponentielle très puissante qui devient de moins en moins puissante. Et là, ce qu'on peut espérer, c'est que là, de nouveau, même si on fait un plus bas, on soit encore moins puissant qu'avant, peut-être même jusqu'à, pourquoi pas, traduire. Regarder. D'ailleurs, ça pourrait être amusant de regarder l'angle qu'il y a ici pour le reproduire là, voir si c'est le même, essayer de voir si on peut faire le même ici. Ça peut-être que ça nous matérialiserait la zone de rechargement ici, vous voyez. Mais voilà, ça c'est pour Theta. C'est ce que l'on a à l'écran, c'est intéressant, mais ça ressemble fortement à Cardano. En tout cas sur sa version par rapport au dollar. Mais sur sa version par rapport au Bitcoin, c'est pas la même chose. Parce que là, déjà on a cet arrondi que je trouve très joli ici. Vous voyez qu'on peut essayer de prolonger. Est-ce que je vais le dessiner proprement? Voilà. J'en sais rien, mais voilà ce que vous voyez à l'écran. C'est ça, c'est un arrondi, pareil, qui est de moins en moins puissant. Contrairement à Cardano, où on pouvait se mettre des lignes comme ça, là on a un arrondi très propre avec cette petite excursion en dessous de cette zone, cette panique qui s'est opérée sur Theta, qui en fait pourrait nous traduire, pourquoi pas, un W, si jamais on venait s'affranchir des 747 Satoshi. Voilà. Donc graphique très intéressant et crypto qui selon moi n'a toujours pas vraiment performé en fait, contrairement à d'autres tokens. D'ailleurs toutes les cryptos qu'on a choisis dans ce portefeuille fictif ont pour la plupart pas vraiment performé, mis à part quelques-unes qui ont performé un peu plus que d'autres. Ça reste des cryptos, je pense, à fort potentiel sur les différentes rotations sectorielles qui vont s'opérer dans le secteur des altcoins au fur et à mesure du temps. Là vous avez AAVE qui nous dessine aussi ce joli arrondi. Là, on peut se localiser quoi comme prix? On va regarder. Donc là, même par rapport au dollar, on fait pas de bottom. En fait, plus je descends là dans les cryptos et plus j'ai l'impression qu'elles sont intéressantes pour un investissement. Regardez, on a la zone des 67 à 59 également qui semble hyper intéressante. On voit comme ici, même par rapport au dollar, on fait pas de bottom. Donc ça, c'est cool. Et par rapport au Bitcoin, c'est aussi très joli. J'ai l'impression que c'est une crypto qui n'a pas vraiment performé, en tout cas en ce début d'année, mais qui malgré tout nous montre sur le long terme quelque chose de très intéressant. C'est vraiment celle qui m'attire le plus pour l'instant des trois qu'on vient de faire. Je vais regarder maintenant Avax. Avax, alors par rapport au dollar, on voit la même chose que sur ADA, c'est-à-dire un plus bas, toujours plus bas. Je crois que c'était pareil aussi sur Theta. Ah non, sur Theta par rapport au dollar aussi, on faisait un plus bas. Donc c'est similaire. Maintenant, si on regarde Avax Bitcoin, là voilà, au contraire, on observe que finalement ce point bas est moins bas que le précédent. Donc en fait, elle a une configuration exactement similaire à celle de Theta. Sauf que aujourd'hui, pour Avax, on revient sur un prix hyper intéressant. C'est ici celui de la zone de rechargement de short, en tout cas par rapport au Bitcoin. Donc je ne vais pas spécialement le faire aujourd'hui, mais s'il y avait une action à faire sur le portefeuille fictif, je pense que déjà, la première chose à voir, c'est que je suis content avec mon pourcentage Bitcoin altcoin. Donc ce que je peux faire, c'est conserver mes Bitcoins, mais en même temps, je ne veux pas mettre de l'argent frais. Ce que je pourrais faire, ça serait de recharger un petit peu plus du coup de AAVE, parce qu'on a vu que son graphique était super cool, et également un petit peu de Avax par exemple, mais je le ferai pourquoi pas avec de l'Ether ou du Binance Coin. Mais peut-être que ça peut être intéressant, en plus des analyses qu'on a déjà faites, de regarder Avax par rapport à l'Ether et également de regarder AAVE par rapport à l'Ether pour voir si elles sont tout aussi intéressantes et laquelle des deux mérite peut-être le plus gros investissement. Et ce que je vous montre ici, c'est ce que je fais au quotidien avec mon portefeuille personnel. C'est grâce à cet outil aussi que j'ai créé que j'arrive à voir tous ces pourcentages et ça me permet de jongler. Et là, c'est vrai que par exemple, ça peut être intéressant du coup quand on vous lancez un portefeuille d'acheter principalement du Bitcoin dans vos cryptos, pas mal d'Ether, un petit peu plus de BNB également que le reste, et ensuite toutes les autres cryptos, vous jonglez avec. En tout cas, moi c'est ce que je fais, parce que j'utilise beaucoup, en tout cas j'ai beaucoup utilisé le Binance Coin et l'Ether dans la finance décentralisée lors du précédent cycle, et donc ça reste pour moi des crypto-monnaies mères que j'ai en assez grosse quantité, vous voyez, qui me servent à établir certaines actions. Et vu qu'elles sont considérées comme des altcoins, je peux les échanger contre d'autres cryptos pour conserver également ce pourcentage altcoin, bitcoin. Et je trouve super cool en fait de raisonner de cette façon. Peut-être que vous avez une façon de faire différente qui est tout aussi bien d'ailleurs, et n'hésitez pas à me la partager. Je suis ouvert à tout, et moi j'aime bien partager ce que je fais, vous montrer comment est-ce que je gère mes investissements au quotidien.
Donc j'arrive sur la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez au like, pensez à l'abonnement bien sûr. Je vous retrouve demain. Excellente journée à tous, à demain, ciao.